Maître Chauvette, c'est ça? Oui. Mesdames les juges, bonjour. Mon nom est Claudia Chauvette, procureure de l'intimité. Au-delà de ce dont mon collègue vient de traiter, j'aimerais vous entretenir de 3 points importants. Premièrement, la faute extra-contractuelle qu'a commise la plainte. Deuxièmement, le lien de causalité qui existe entre cette faute et le préjudice subi par l'intimé. Et finalement, l'atteinte illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux de l'intimé. Pour la première partie, soit la faute extra-contractuelle, je vous réfère à la page 18 de notre mémoire. L'intimé soutient respectueusement que la plainte a manqué à son obligation extra-contractuelle de renseignement envers l'intimé, qu'elle a commis une faute déontologique en induisant la partie adverse en erreur, et finalement que l'intimé s'est conformé à son obligation de s'informer. Dans l'optique où cette Cour conclurait que Maître Haddad n'avait pas d'obligation contractuelle de renseignement envers l'intimé, nous soutenons subsidiairement qu'elle avait une obligation extra-contractuelle de renseignement. Dans l'arrêt Bayle, le juge Gontier a d'ailleurs mentionné que l'obligation de renseignement peut survenir indépendamment de tout lien contractuel. Or, tel qu'il le sera démontré subséquemment, il est évident que la plainte a manqué à son obligation de renseignement. Afin d'établir cette obligation de renseignement, nous reprenons l'analyse en 3 critères qui a été faite à la section 2.2 de notre mémoire. Je la reprendrai brièvement. Premièrement, la plainte connaissait la clause 15.1 pour l'avoir elle-même rédigée et insérée au contrat. Deuxièmement, elle connaissait la nature déterminante de la clause 15.1. Et troisièmement, l'intimé faisait raisonnablement confiance à la plainte. La réunion de ces 3 conditions crée l'obligation extra-contractuelle de renseignement. Pourquoi la clause 15.1 était déterminante et déterminante de quoi? La clause 15.1 était de nature déterminante parce qu'elle n'était pas connue de l'intimé et qu'elle était de nature à influencer son consentement. Si l'intimé avait été au courant qu'une pareille clause était au sein du contrat, ça lui aurait mis la puce à l'oreille à savoir que le contrat ne faisait pas que donner une forme juridique à l'entente conclue par courriel, mais faisait plutôt ajouter des éléments qui n'étaient pas désirés, qui étaient même préjudiciables à l'intimé. Ensuite, l'intimé soutient que la plainte a commis une faute déontologique. Haddad a contrevenu à l'article 3.02.01i du Code de déontologie des avocats en induisant la partie adverse en erreur et en surprenant sa bonne foi. Lors de la signature du contrat, Haddad a répondu aux questions que lui posait l'Espérance de façon à le rassurer et à l'inciter à signer le contrat immédiatement sans prendre de précautions supplémentaires. Premièrement, elle lui a dit « Il n'y a pas de problème, tout est standard là-dedans ». Ensuite, elle a répondu à ces questions d'une façon erronée, c'est-à-dire qu'elle lui a affirmé que le contrat ne faisait que donner une forme juridique à l'entente conclue par courriel. Or, cette information était foncièrement fausse, puisque jamais dans l'échange de courriel, il était question d'une clause de renonciation aux droits fondamentaux et une clause de renonciation aux droits d'instant en justice. Maître Haddad a donc profité de la bonne foi et de la crédulité de l'Espérance pour lui faire signer un contrat qui le désavantageait. Qu'est-ce que dit l'article 3.02.01i du Code de déontologie des avocats? C'est une excellente question, Madame la juge. J'ai malheureusement pas avec moi l'article en question. Je me chargerai de l'avoir avec moi pour la prochaine présentation. Je vous remercie de la question. Non, mais c'est parce que j'ai remarqué que dans le mémoire, je ne pense pas qu'elle soit citée au long, puis je me demandais qu'est-ce qu'elle disait exactement, cette clause-là. Dans le mémoire des appelants, de nos appelants, on en fait une analyse grammaticale erronée d'ailleurs. Le tour est fini, là. L'article 3.02.01 du Code de déontologie des avocats prévoit que l'avocat doit s'abstenir d'agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par avocat ou surprendre sa bonne foi. Merci. Par ailleurs, le Code de déontologie professionnelle de l'Association du barreau canadien se propose d'aider les organes directeurs, les comités de discipline et les praticiens à déterminer, dans une situation donnée, si la conduite adoptée est acceptable ou non. Ce code énonce que l'avocat doit inciter la partie non représentée avec qui il traite à consulter un avocat et que si cette personne ne suit pas ce conseil, l'avocat doit alors veiller à ce qu'elle ne croit pas qu'il protège ses intérêts. Ces principes déontologiques démontrent que Maître Haddad aurait dû recommander à l'intimé de retenir les services d'un avocat, ce qu'elle n'a pas fait. Ça aurait dissipé tout doute possible dans l'esprit de l'intimé quant à savoir si elle était son avocate ou non, si elle protégeait ses intérêts ou non. Malgré ça, la plainte a répondu aux questions de l'intimé et lui a fait diverses représentations. Tel que nous l'enseigne la Cour d'appel dans l'affaire Caisse populaire de Charlebourg contre Michaud, les règles déontologiques peuvent constituer le fondement d'une faute civile commise par un professionnel, notamment un avocat. Les agissements de la plainte constituent une faute déontologique qui engage sa responsabilité. Par ailleurs, la plainte soutient que l'intimé aurait manqué à son obligation de s'informer
et qu'il aurait commis une erreur inexcusable en ne lisant pas son contrat. Avec respect, nous croyons que la plante est dans l'erreur. Premièrement, l'obligation que chacun a de s'informer doit être évaluée d'une façon subjective, c'est-à-dire en tenant compte de l'expérience de la personne et de sa formation. Dans l'arrêt Morgan Bank, la partie qui se prétendait créancière de l'information était en fait une banque qui avait des activités commerciales un peu partout à travers le monde et qui avait des avocats et des comptables spécialisés qui lui permettaient de prendre une décision réfléchie. Il ne s'agissait donc pas d'un cas où l'obligation de renseignement s'appliquait. L'intimé, de son côté, est spécialisé en informatique et il excelle dans son domaine. Par contre, il n'a que très peu d'expérience commerciale et encore moins juridique. La plupart du temps, ces contrats se concluent d'une façon très informelle. Est-ce que justement la situation de votre client n'aurait pas dû l'inciter à faire affaire avec des professionnels, à demander à ce qu'un projet de contrat lui soit transmis avant de se présenter pour signer le contrat? Est-ce que justement, c'est facile de s'asseoir puis de dire, écoutez, moi je connais rien là-dedans, on me présente des choses, je signe un peu n'importe quoi, puis se cacher derrière ça. Est-ce que, au contraire, le fait de connaître rien dans les contrats, dans le juridique, est-ce que ça ne devrait pas justement inciter à faire appel à des professionnels qui peuvent nous conseiller et qui connaissent ça? Je comprends votre question. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'importante disproportion qui existe entre les ressources et les moyens de la plante et celle de l'intimé. Je comprends que l'intimé avait une obligation de s'informer, mais cette obligation-là est mitigée par le fait qu'il avait affaire à une avocate expérimentée et qu'il était dans une position informationnelle vulnérable qui exigeait une obligation positive de renseignement de la part de la plante. Ne pas lire le contrat en l'espèce, ce n'est pas une erreur inexcusable. Comme nous enseigne la Cour d'appel dans l'affaire Quesnel contre la Berge, le devoir de lire un document avant de le signer, c'est une règle générale dont l'application peut varier en fonction des faits particuliers d'une affaire. Parlant des faits particuliers, est-ce que le fait de constater qu'on a un contrat de 24 pages qui est somme toute assez volumineux si on fait référence plutôt à un échange de quelques courriels, est-ce que ça n'aurais pas dû y mettre la puce à l'oreille puis l'inciter à apporter une attention plus particulière pour essayer de déterminer quelles étaient les clauses qui avaient été ajoutées qui ne sont pas conformes à l'entente préalablement intervenue qu'on voulait juste mettre sur papier? Absolument. Absolument, et c'est là qu'intervient à nouveau la faute de Maître Haddad, puisque l'intimé, en l'espèce, lui a posé une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'un simple échange de courriel se transforme en un document de 24 pages? Et c'est là que sont intervenues les fausses représentations, le fait qu'elle l'a rassuré, qu'elle l'a induit en erreur. C'est des éléments qui l'ont découragé de retenir les services de son propre avocat, alors qu'il croyait en fait que l'avocate qui était devant lui représentait ses intérêts. C'est-à-dire, est-ce que, puis je pense que ça ressort de la preuve, est-ce que c'est pas plutôt le fait que votre client voulait signer le contrat pour ne pas retarder indûment, qui l'a incité à le signer sans consulter un avocat? C'est un autre élément aussi, le fait qu'il ait eu une pression dans le temps pour signer le document, mais il ne faut jamais oublier. Mais ça, c'est pas le procureur qui a mis la pression, là? En fait, elle l'a incité à signer le contrat le plus rapidement possible. Elle lui dit, il n'y a pas de problème, tout est standard là-dedans. C'est une invitation à signer le document rapidement, sans prendre de précautions supplémentaires. Elle ne lui a pas dit, vous pouvez amener le document chez vous, prendre le temps de le lire. Elle ne lui a pas envoyé par courriel à l'avance. Donc, elle devant lui a dit, il n'y a pas de problème, tout est standard là-dedans. Le crayon est là, signe. Donc c'est ce qui nous fait croire que l'intimé n'a pas commis une erreur en ne lisant pas son contrat et qu'il a rempli son obligation de s'informer. Nous en arrivons maintenant à la partie 4 de notre mémoire, c'est-à-dire le lien de causalité. Je me réfère à la page 23 de notre mémoire. L'intimé soutient que la faute de la plante est la cause directe et immédiate du préjudice subi par l'intimé. Bien que la diffamation ait été commise par François Aymon, c'est la faute de Maître Haddad qui a permis la diffamation sur Facebook. Sans la présence de la clause 15.1, François Aymon n'aurait jamais cru qu'il bénéficiait de l'immunité nécessaire pour publier des propos homophobes et diffamatoires sur Facebook. La clause 15.1 lui servait en quelque sorte d'un filet de sécurité qui lui permettait de dire ce qu'il voulait sans avoir peur d'être sanctionné. La plante, de son côté, soutient que ce n'est pas le cas, puisque François Aymon a publié sa diffamation le lendemain de la résiliation du contrat et que la clause 15.1 n'existait donc plus. Avec égard, nous croyons que la plante est dans l'erreur. La clause 15.1 doit, de par sa nature même, continuer d'exister même si le contrat a été résilié, sinon une pareille clause ne servirait strictement à rien.
Je m'explique. L'objectif de la clause 15.1, tel que nous le présente la plante, c'est de permettre aux gestionnaires de projet de s'exprimer sur la compétence des sous-traitants avec qui ils font affaire. Or, pour qu'un tel objectif soit atteint, c'est important qu'ils puissent échanger de l'information. Souscrire à la position de la plante selon laquelle la clause 15.1 n'est valide que pour la durée du contrat, ça reviendrait à empêcher les gestionnaires de s'exprimer une fois que le travail est accompli. Or, en pratique, on sait très bien que c'est une fois que le travail est accompli, que le contrat est terminé, que les gestionnaires sont le mieux à même de s'exprimer sur la qualité du travail. Est-ce que je comprends de votre argumentation qui est implicite que cette clause-là protégeait effectivement M. Aymon contre une poursuite en cas de... Dans un cas comme dans celui qui nous occupe, là où il tient des propos homophobes? Comprenez-vous ma question? Non, je ne la comprends pas, Madame la juge. Mais c'est parce que ce que je comprends de votre argumentation, c'est que c'est comme si ça lui avait donné un permis de tenir des propos homophobes, mais la clause en tant que telle ne lui permet pas de le protéger. Est-ce que ça le protège effectivement contre des propos de cette nature-là? Non, c'est une excellente question parce qu'on peut renoncer à sa vie privée. On ne peut pas toutefois renoncer à son honneur ni à sa réputation. C'est là que s'ajoute la faute de Maître Haddad, c'est qu'elle lui a donné le faux sentiment de sécurité puisqu'on ne peut pas renoncer à l'avance à sa réputation ni à son honneur. Toutefois, elle a inclus ces renonciations-là au contrat, ce qui donnait un faux sentiment de sécurité à François Aymon. Je vais tout de suite sauter à l'atteinte illicite et intentionnelle puisqu'on est dans le vif du sujet. Mais je veux revenir là. Est-ce que je comprends que la faute reprochée finalement à l'avocate, c'est d'avoir incité à publier des propos de nature diffamatoire? Ou je comprends mal? Ce qu'on plaide, c'est que la plante a donné le moyen de causer la diffamation qui a causé le préjudice de l'intimité. En effet, en insérant la clause 15.1, elle a donné le moyen de causer préjudice, elle a donné un filet de sécurité et un sentiment de sécurité à François Aymon pour qu'il puisse publier ce qu'il voulait sans avoir peur d'être sanctionné. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, il a cru qu'il pouvait publier ce qu'il voulait sans crainte d'être sanctionné. OK, mais est-ce que ça la rend nécessairement responsable du préjudice qui découle? Par exemple, ici, le préjudice, si je ne me trompe pas, les dommages subis, ce sont la perte de contrat, ce sont la perte d'opportunité d'affaires pour 55 000 ce qui est admis. Une atteinte à sa responsabilité. Puis pour vous, il y a un lien de causalité entre la perte de contrat puis l'inclusion d'une clause telle que celle qui est la clause 15.1. Absolument. Dans l'affaire Filion contre Chiasson et l'affaire Genex Communication, la Cour a bien établi qu'on peut être condamné à titre de complice ou de co-auteur d'une atteinte illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux protégés par la Charte. Dans ces affaires-là, c'était une station de radio qui donnait le micro à l'animateur Filion pour qu'il puisse diffamer Sophie Chiasson. Donc, la station de radio avait un rôle très passif dans cette diffamation. C'est-à-dire que c'était à sa connaissance. À sa connaissance, tout à fait. Alors que là, la seule chose qu'a fait la plante, c'est inclure cette clause-là. La diffamation n'était pas à sa connaissance, il n'y a pas de preuve à cet effet-là. Non, toutefois, on se rappelle que c'était une clause qui était invalide et qu'elle connaissait l'homophobie de Aymon pour avoir été régulièrement en collaboration avec lui. Aussi, elle connaissait son habitude de publier des propos personnels et professionnels au sujet des sous-traitants avec qui il faisait affaire. Donc, c'était très inconsidéré, très imprudent de sa part d'inclure une pareille clause dans un contrat, en connaissant les tendances. Vous référez à la décision de Filion, mais dans ce cas-là, il y a une collaboration, une participation, mais dans ce cas-là, il y avait une connaissance de la station de radio de ce qui était diffusé sur ses ondes. Elle aurait pu intervenir et mettre fin à la... Tandis qu'ici, c'est subséquent. Une grosse différence, là. Mais vous dites que la station de radio aurait pu intervenir et mettre fin. De la même façon, Maître Haddad aurait pu empêcher cette situation-là en ajoutant tout simplement pas cette partie de la clause 15.1 qui est une renonciation à la vie privée, à l'honneur, à la réputation. Il aurait tout simplement pu écrire renonce à toute poursuite concernant divulgation de propos quant à ses compétences professionnelles. Voilà. Puis on est capable d'affirmer que c'est votre prétention que si on n'avait pas inclus cette clause-là, on n'aurait pas tenu ce type de propos-là parce que pas protégé par une clause. On ne peut pas l'affirmer à 100%, toutefois c'est extrêmement probable. C'est d'ailleurs pour ça que nous... D'où l'existence d'un lien de causalité selon vous. Absolument. Donc, je conclurai. En raison du manquement dont la plante a fait preuve à l'égard de ses obligations contractuelles et extra-contractuelles, de même qu'en raison de la faute déontologique qu'elle a commise, ainsi qu'en tenant compte de l'atteinte illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux de l'intimé,
Nous demandons à cette Cour de rejeter le présent appel, de confirmer le jugement de première instance, le tout avec départ. Je vous remercie. Merci.